Et pour cette communication, j'ai pris un titre un peu provoquant, Aliénation et idéologie chez le prof d'université. Évidemment, ça nous rappelle les vieilles thèses marxistes. Certains moments de l'état des conditions de travail des profs d'université pourraient prêter à l'interprétation le retour de cette vieille thèse, mais je pense qu'il faut la dépasser. Donc, je pars à partir de mon expérience, sans parler d'un âge d'or qui n'a jamais existé, et me méfiant aussi des effets rétrospectifs de la mémoire, il n'en reste pas moins que le constat que je fais en parcourant bientôt mes 30 ans de vie universitaire est celui de la dévalorisation du travail de connaissance dans la vie quotidienne universitaire, malgré des efforts de résistance louables de plusieurs, et je mets au premier plan la contribution pour l'Université de Montréal de l'activité collective syndicale du SGPUM. Je pourrais faire un discours juste là-dessus, comment, pour moi, ça a eu un impact sur mes conditions de travail, mais aussi, ça a transformé l'ambiance générale sur comment on posait les problèmes, et ça fait un petit baume sans tout modifier, malheureusement. Cette dévalorisation de la connaissance vaut aussi pour la place de l'éducation dans la société. Éducation de plus en plus privatisée, on le sait, au secondaire, avec quelques sursauts de valorisation de l'éducation dont il faut se réjouir ces 30 dernières années, comme la politique de l'éducation de la petite enfance au Québec. Le monde symbolique proliférant de plus en plus sur des modalités problématiques avec les nouvelles technologies orientées à des fins économiques, il semble de moins en moins produire une curiosité intellectuelle pour inciter au travail d'apprendre et développer des connaissances partagées. Nous sommes loin d'envisager la constitution d'une cité éducative, utopie des années 70 au Québec, dont Guy Rocher a été un des personnes qui en ont parlé, qu'on va entendre tout à l'heure, et pourtant c'est une réalité qui devra s'imposer dans un avenir où les horizons humains sont en train de rétrécir. Non seulement cette tendance est le résultat d'un genre d'anti-intellectualisme primaire dont on pourrait discuter l'importance dans plusieurs milieux sociaux, il est le résultat surtout de la connaissance rentable et immédiatement utile. Cette conception de la connaissance n'est pas non plus sapée à sa base par la plupart des idéologies critiques, malgré mes sympathies pour elles. La configuration dominante commune des idéologies contemporaines, en bonne sociologie de la connaissance, délaisse l'éducation pour valoriser la régulation, la sanction, voire le contrôle social des groupes jugés problématiques pour ces idéologies, plutôt que de voir dans la connaissance et l'échange intellectuel une voie possible de résolution. Et on voit là l'impact de l'importance de l'université qui diminue et de la connaissance dans la société. À chaque fois que je pense à cela, j'entends dans ma tête la phrase conclusive écrite par Fernand Dumont au sujet des idéologies du début du 20e siècle. Ces idéologies sont incapables de saisir l'histoire dans laquelle elles sont plongées, en situation de profonde transformation sociale. Je pense que nous sommes dans une situation similaire et cela me montre l'immense travail intellectuel qui doit être accompli en ce début du 21e siècle, auquel les universités doivent au premier chef contribuer. Nous assistons plutôt, comme à cette époque dont nous parle Fernand Dumont, à une radicalisation des positions morales. Pour moi, l'économique, et je prends la définition de Frédéric von Hayek, est une morale de l'action finalisée, sans pour autant que cela donne une meilleure prise sur les réalités sociales. Il n'y a qu'à penser aux réalités nous menant vers une transition sociale écologique et ce que cela pose comme apprentissages sociaux, universitaires et autres à réaliser, et évidemment le plus rapidement possible. Ici, il ne s'agit pas de dévaloriser les idéologies, mais de constater leurs limites à s'approprier certaines dimensions de la réalité. L'opinion, l'affirmation morale ne peut se substituer à la recherche, comme vous le savez. Malheureusement, et j'aimerais me tromper, l'université n'a pas échappé et encore moins renversé cette tendance à la dévalorisation du travail de connaissance et sa transmission dans la société québécoise, malgré le beau sursaut de la grève étudiante de 2012, qui a amené un nombre important de profs à se réengager pour la démocratisation de l'enseignement et dans la promotion d'un enseignement de qualité. Nous, profs d'université, malgré toutes nos capacités et nos moyens,
d'où la question aliénation et idéologie, nous n'avons pas collectivement initié un tel mouvement, qui plus est que jamais nécessaire à poursuivre. La résistance individuelle quotidienne n'est pas efficace. Et là, il y a plusieurs exemples qui ont été donnés aujourd'hui. Le travail de connaissance, qu'il s'agisse des sciences fondamentales, des sciences humaines ou des arts, en somme, de la diversité et de l'intensité des apprentissages sociaux spécifiques, est un travail délicat, constitué à maintenir et à développer. Il a été contourné par, et on en a parlé beaucoup, je vais essayer de compresser mon discours, par des centaines de micro-déplacements qui vont dans le sens d'une instrumentalisation de l'université à des fins économiques, mais aussi, en réaction à des formes de résistance à cette marchandisation, ont émergé beaucoup de désillusions, ce que Golejac, mon collègue, parlait d'injonction paradoxale, faire plus avec moins, et ainsi de suite, va mener à beaucoup de désillusions, menant à des contournements des profs d'université, des engagements, réorientation à des fins louables pour faire vivre des étudiants dans des régimes de subvention pour des fins communautaires ou politiques de l'intérêt premier pour la connaissance. Et donc, dès le début de ma carrière, même quand j'étais étudiant au doctorat, j'avais un collègue qui venait des universités anglophones et quand il m'a vu mon attitude face à la vie universitaire, il m'a traité plutôt de naïf. C'est-à-dire, pour lui, l'université était un métier, il fallait s'y résoudre. Et moi, avoir un engagement était une vision de s'engager dans la connaissance, était quelque chose qui était plutôt problématique à vivre, selon lui, bien qu'il aimait bien les universités québécoises. Et à cette époque-là aussi, il y avait Marcel Rioux qui nous prévenait dans Le besoin et le désir, déjà en 1900, fin des années 70, l'américanisation du Québec. Donc, des fois, la sociologie peut être prédictive, malheureusement. Je ne peux pas compter les fois où j'ai repris cette discussion que j'ai eue comme étudiant avec des étudiants de bac, de maîtrise, de doctorat, des collègues. Et la plupart concluaient que la valeur du travail intellectuel, dans sa dialectique interne, ne l'emporte pas sur les rapports à des considérations externes dans la vie universitaire, qu'ils soient économiques, politiques, de réseau personnel, de patronage. Ont-ils ou ont-elles raison? Et pourquoi alors se consacrer à un domaine universitaire que pour l'instrumentaliser à d'autres fins? La réponse du point de vue critique de cette distanciation entre ce qu'on veut comme engagement et la réalité est de dire, en somme, que cette première fin est détournée. C'est un découragement. L'engagement est un refuge qui disparaît. Et ça, on vient juste d'en parler, hein, les conditions d'enseignement sont en train de vraiment disparaître et je vais passer rapidement. Même si j'ai écrit dans mes notes, je pourrais vous parler pendant 30 minutes de toutes les mesures qui me viennent en tête, qui ont modifié ma relation pédagogique avec mes étudiants, qui encore tient un bout de fil. Mais je veux plutôt aborder la question de micro-déplacement institutionnel, puisqu'on est dans les transformations institutionnelles. Tout le monde se souviendra, pour ceux qui ont un certain âge, des actions structurantes dans les années 90 et je ne connais pas par ailleurs de recherches sérieuses qui ont fait le bilan de cette concentration, de cette première concentration. À cette époque où les gestionnaires avaient quand même une petite gêne, nous parlaient du pluralisme qu'il fallait avoir. Il fallait à l'université des chercheurs qui n'ont pas de subvention, des chercheurs qui ont des petites, des moyennes, des grandes subventions et tolérer tout ce beau monde de la subvention qui émerge et même les grands centres de recherche. Or, on est passé à cette époque-là, vous le savez bien, de la culture qui est devenue une industrie culturelle à l'université qui, par des micro-déplacements, va devenir aussi une forme d'industrie. Où est apparu le raisonnement gestionnaire? C'est ce fameux faux pluralisme et qui est propre à la structuration du raisonnement gestionnaire. Hein? Ce qu'on va nous dire, il faut se souvenir que ce discours gestionnaire était relativiste. Ces modèles de raisonnement gestionnaire tentent de concilier dans une rationalité des facteurs, notion abstraite, et j'utilise le mot abstraite comme Lévi-Strauss,
Un peu d'abstraction éloigne la réalité, beaucoup en rapproche. Donc, des facteurs, le marché, se posent comme neutres socialement qui renvoient à des groupes sociaux inégaux en termes de capacité d'action que ce soit dans la composition des universités, de la société, de Québec comme dans le monde. C'est le même principe que l'oxymore du développement durable, où l'on prétend concilier dans une rationalité qui apparaît neutre les impératifs économiques, sociaux et écologiques. Vous savez qui et quoi a gagné aujourd'hui. Dès lors, il s'avérait judicieux, quand on faisait l'analyse du discours gestionnaire, de penser que ce pluralisme de façade n'était qu'une phase de transition. Et aujourd'hui, la transformation institutionnelle, au-delà des micro-déplacements, va apparaître. Un élément que j'aimerais souligner dans ces micro-déplacements institutionnels, c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné jusqu'ici, le fait qu'on a déplacé et fait disparaître les subventions aux associations scientifiques. Ces associations qui étaient des moments, des lieux d'organisation qu'on contrôlait complètement en dehors de la gestion universitaire. Et en même temps, on a augmenté les subventions à la diffusion de la recherche et réduit une bonne part à la production. On est venu dans le raisonnement exactement économique qu'on appelle spéculatif. Aujourd'hui, vous voulez faire de l'argent, produisez pas des choses, spéculez sur la production qui est faite. Et donc, c'est le même principe, ce qui a fait que les associations scientifiques sont tombées dans le mode cité en projet, pour prendre les termes de Luc Boldanski, où j'appellerais ça l'absence de cumul. Le seul moyen de faire vivre une association, et j'ai été responsable de 2 associations, c'est de se lancer tout le temps dans le projet d'un colloque. Il n'y a plus de subventions pour les associations, pour la vie intellectuelle qui est dans les associations, qui étaient des lieux et qui sont encore quand même un peu des lieux qui nous permettent de discuter intellectuellement du contenu, et non pas de l'administration, mais du contenu de nos domaines de recherche. Donc, en termes de temps et d'efforts, et on remarque, les associations sont délaissées. Je crains aussi que ça arrive la même chose pour l'enseignement. Dans les conditions qu'on vient de parler, je vois de nouveaux collègues bien prédisposés face aux étudiants et qui, quelques années plus tard, face à la lourdeur et les conditions, vont-ils en venir à ce que prônait un professeur de gestion que j'ai entendu? Quand on enseigne, il faut garder 60 % de notre connaissance à nous et juste en donner 40 %. C'est du capital humain quand même. Donc, de la même façon, on se retrouve dans des situations de désengagement de la part de nos étudiants à cause des conditions socio-économiques et de notre régime d'enseignement. Les étudiants au doctorat qui deviennent récemment à temps partiel, même si on est officiellement à temps plein, parce qu'ils travaillent beaucoup pour survivre. Cela se manifeste donc dans un ensemble de micro-déplacements qui vont détruire les conditions et nous mener dans des situations que je vais évoquer, qui renvoient à ce qu'on peut redéfinir comme l'aliénation, qui est, par exemple, de remplir le formulaire de bourse, de recommandation, la lettre de recommandation de bourse, la plus importante bourse du CRSH, la bourse Vanier. Point 3, il faut montrer que l'étudiant, depuis son enfance, est un leader. Et c'est son enfance dont je parle. Donc, on est pris dans une situation de nous-mêmes être obligé de faire une opération mentale assez problématique. Autre élément, et on parle de l'importance de la concertation des collègues et de la collégialité. On vient de faire disparaître dans les départements de sociologie de plus en plus les examens synthèse ou leur vocation générale. Et en même temps, j'écris le compte-rendu du congrès de la ISLF en postface. Plusieurs auteurs constatent l'éclatement de la discipline. Il n'y a pas eu de réflexion. Tout le monde s'est senti soulagé de moins de travail.
je comprends, on est dans une situation limite. Donc, pour faire vite, j'arrête là les exemples et je donne ma définition de sociologie de l'éducation. Pour parler en termes de sociologie de l'éducation, les institutions scolaires, d'une façon variable, ont toujours fait une place à la valeur d'usage, du savoir, apprendre la grammaire pour communiquer correctement comme citoyen, à la valeur d'échange dans les sociétés capitalistes, écrire des messages pour avoir un emploi publicitaire, et à une valeur de connaissance ou pédagogique pour pouvoir poursuivre, grâce à l'institution scolaire, des activités de connaissance comme fin en soi. La question est donc non pas qu'existe l'usage, l'échange, la valeur de connaissance ou pédagogique, la question c'est de la subordination. Dans quelle mesure nos pratiques, nos formes de connaissance, nos formes d'organisation vont venir subordonner à l'usage, à l'échange, la valeur pédagogique et la valeur de production de la connaissance. L'acquis de la tradition universitaire telle que je la comprenais est que la production de connaissances doit dépasser le rendement monétaire et l'utilité, qui est toujours conjoncturel, propre à des groupes, des milieux et une époque, pour développer aussi la connaissance nécessaire à la continuité de la vie humaine. Et je pense que là, la continuité de la vie humaine, dans les prochaines années, vu les données qu'on a, va se poser. Pourquoi et comment avons-nous perdu le contrôle du contenu de nos activités? Là, on en vient, est-ce que c'est des incapables? Est-ce que c'est des... J'ai quelques voies de réponse. Ce n'est pas seulement des causes extérieures dont il faut faire état avec vigueur pour reprendre l'expression de Normand Baillargeon, c'est l'ennemi intérieur. J'aime pas bien le discours guerrier parce que je crois qu'il faut leur imposer un niveau de qualité intellectuelle. Donc, je l'utilise d'une façon métaphorique. Je ne considère aucun de mes collègues comme un ennemi en tant que tel. Lequel est l'ennemi intérieur dans la vie universitaire? Et là, je vais vous en identifier. Il ne devrait pas être possible d'avoir des départements, des facultés, voire des universités fondamentalistes. Si la religion catholique a dominé l'université à sa naissance et pendant quelques décennies, nous dit Guy Rocher, ce n'est plus le cas, et vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de faculté de théologie, mais théologie et sciences religieuses ou sciences religieuses unies, qui comprend le catholicisme. Donc, pourquoi en est-il autrement pour les départements de sciences économiques? Plusieurs économistes hétérodoxes ont pourtant témoigné sur des tribunes depuis des années de la discrimination qu'elles ou ils subissent encore aujourd'hui au Québec. Ils et elles vous diront qu'ils ne veulent plus se faire identifier comme hétérodoxes, terme religieux, parce qu'ils sont autant des économistes de leur point de vue. Est-ce que nous avons entendu vraiment et saisi la répercussion sur l'ensemble de l'université de ce qu'ils ou elles nous disaient? Et les répercussions pour la connaissance dans le monde? Combien de nos économistes dits orthodoxes ont été consultants privés pour les réformes structurelles du FMI dans les pays dits sous-développés? Et vous savez, le bilan de ces réformes, il est nul. Et les populations ont été vraiment traumatisées. Et pourquoi au Canada, les économistes n'ont pas fait comme l'Association américaine d'économie, obligés à la divulgation des contrats privés de plus de 10 000 $ lors de la publication des articles? Heureusement pour nous, il y a encore les étudiants. Un mouvement international qui s'appelle le PEPS, d'étudiants appuyés par des économistes pluralistes, lutte actuellement pour réformer les enseignements en sciences économiques, pour plus de place pour l'histoire de la pensée économique, pour des cours d'épistémologie de l'économie, pour une ouverture complémentaire à la sociologie, l'anthropologie, la géographie, l'histoire, etc. Je vous invite à lire l'introduction au Capital du 21e siècle de Thomas Piketty, où il vous explique qu'il a choisi, plutôt que la Ivy League, la qualité de la vie intellectuelle de EHESS en France. Mais on n'en est plus là. C'est-à-dire, c'est plus les sciences économiques, tout simplement, qui dominent les universités. La direction des universités n'est plus dominée par les économistes, mais par des gestionnaires du privé, confortés à l'intérieur de la vie universitaire par l'ascendance des écoles de gestion. Voilà le nouvel
guillemets, ennemi intérieur. Des études faites par un étudiant au doctorat que je dirige, Pablo Zamit, ont montré en France une intensification des relations intellectuelles entre les départements de sciences économiques et de gestion dans les dernières décennies, et aussi au Québec. La gestion, pour avoir étudié le développement des HEC depuis sa fondation d'écoles hétérodoxes, est devenue de plus en plus autour des années 2000 le lieu de transmission d'une conception économique de la gestion. Certains les appellent faussement les sciences de la gestion. Dire que la gestion relève de l'art, informé par d'autres savoirs, n'est pas une insulte, ni une dévalorisation de ce savoir qui contribue sans nul doute à notre écologie de l'esprit. Le même processus d'ascendance de l'économique s'est enclenché de la dominance d'un savoir de gestion privée sur l'ensemble de la vie universitaire. Certains sociologues, bien sûr, au HEC, que je connais bien, et anthropologues et autres, luttent pour rétablir le pluralisme, par exemple au HEC de Montréal. Je pourrais vous expliquer en détail en quoi cette conception de la gestion a tendance à totaliser le savoir sur des principes doctrinaux, plutôt que nous entraîner sur ce qu'est être un prof d'université dans la plupart des disciplines, c'est-à-dire être des travailleurs de la preuve, au sens de Gilles Gaston Granger, l'épistémologue qui malheureusement est décédé. Je vais conclure sur le titre de ma communication, Aliénation, idéologie chez les profs d'université. Les institutions universitaires au Québec, avant la montée du néolibéralisme, avaient une certaine dialectique interne et même un rayonnement valorisant la connaissance dans la société québécoise. Pourquoi cette dialectique interne ne redevient pas prédominante sous de nouvelles modalités? On peut répondre à cette thèse en disant qu'il y a des situations d'exploitation où les professeurs d'université semblent complètement aliénés. On pense au domaine des publications dont on a parlé et dont ma collègue qui est là peut parler encore mieux que moi. On ne peut pas penser plus être exploité que produire, puis avoir aucun retour, et même des fois payer, et ne plus contrôler la diffusion de la connaissance. Je ferai une hypothèse à partir d'autres travaux, notamment ceux de Didier Fayon, c'est que ce qu'on voit apparaître dans la représentation qu'ont des chercheurs, c'est une double lecture de la réalité. Ils commencent à avoir une duplicité, même une multiplicité de leur comportement. Quand ils font affaire un peu aux marchands, ils essaient d'avoir d'autres types de rapports, et donc d'avoir une lecture où on a un aménagement de la domination. Mais ces stratégies de duplicité sont toujours possibles. Qu'est-ce qu'ils construisent comme rapport à long terme? Ce n'est que la disparition de la mémoire de ce qui était un autre ordre de la connaissance. Donc, juste en terminant, je dirais que je vois d'un très bon œil l'émergence de la fédération et l'association de l'Université de Montréal à la Fédération des profs d'université, même j'irais beaucoup plus loin. Je fédérais les associations scientifiques et intellectuelles pour faire une politique de la connaissance. Ça sera l'objet d'une autre communication. J'ai mis des notes, mais ça va être trop long.